Comment on peut y parvenir pour réaliser l'accès aux soins? Permettre qu'il y ait le médicament dont on a besoin. C'est la première des choses. Avoir le médicament dont on a besoin. Et la première des choses, c'est qu'il faut identifier quels sont les médicaments nécessaires à la prise en charge des maladies dans notre communauté, dans notre zone, dans notre hôpital, dans notre pays. À quoi ça sert d'avoir des médicaments qui ne correspondent pas aux maladies que nous avons chez nous? Il y a quelques années, vous voyez, on ne trouvait pratiquement pas des anticancéreux au Congo. On ne connaissait pas ça, le cancer. Mais maintenant, le cancer s'est développé ici. Cela veut dire qu'il faut que nous ayons des anticancéreux sur place. Et donc, c'est une préoccupation en tant que manager, en tant que responsable, d'identifier les médicaments dont on a besoin. Et c'est pour cela qu'on fabrique, on élabore des outils. L'outil primordial, c'est la liste nationale des médicaments essentiels. Un pays doit avoir une liste nationale des médicaments essentiels, c'est-à-dire la liste des médicaments pour traiter les maladies prioritaires dans le pays. Et lorsque on n'a pas une liste de médicaments essentiels, on ne sait pas quels sont les médicaments que nous devons avoir dans nos systèmes de santé, dans notre système pharmaceutique. Et c'est quelque chose de grave. On va commander des médicaments pêle-mêle, les médicaments vont périmer. Il y a d'autres qui sont utiles, mais qu'on n'aura pas commandé parce qu'on ne sait pas qu'ils devaient être là. Et s'ils ne sont pas là, à ce moment-là, nous allons violer les droits de l'homme des populations. Mais il n'y a pas que la liste des médicaments essentiels. Ça, là, elle regroupe les médicaments. Mais la liste de médicaments essentiels va toujours de pair avec les protocoles thérapeutiques. Parce que j'ai la liste, mais il faut bien que je sache quel médicament correspond à quelle pathologie. Si j'ai juste une liste de médicaments, mais je n'aurai pas permis à ce que le malade reçoive le médicament dont il a besoin. Et donc, celui qui doit aller de pair avec cette liste de médicaments, ça doit être les protocoles thérapeutiques. Ailleurs, on dit les schémas thérapeutiques standards. Nous, on a élaboré les conduites thérapeutiques recommandées. C'est ce qui a été élaboré ici. Ce sont des outils très importants parce que c'est la première étape pour nous permettre d'aller vers l'accès aux médicaments, la sélection des médicaments. La deuxième des choses, si nous voulons assurer l'accès aux médicaments, il nous faut rendre les prix de médicaments abordables. Il ne faut pas que le patient vienne à l'hôpital avec ses 2000, il ne peut pas avoir le médicament et il repart. Il a payé la consultation, il a payé la goutte épaisse et hop, il s'arrête, il repart. À quoi ça lui a servi de payer la consultation? À quoi ça lui a servi de payer la goutte épaisse si après il ne peut pas avoir le médicament parce que le médicament coûte trop cher? Et là aussi, nous avons un recours auquel on doit vraiment s'accrocher. Et nous devons intégrer cela. C'est le médicament générique. Le recours aux médicaments génériques, c'est ce qui va nous permettre de baisser les prix de médicaments. Comment? Parce que simplement, le médicament générique, c'est exactement la même chose que le médicament innovateur, mais parce que sa mise au point a coûté moins cher, son prix revient
moins cher. Et nous aurons le temps d'en reparler dans des systèmes qui fonctionnent bien, des systèmes pharmaceutiques qui fonctionnent bien. Le médicament générique doit coûter 60% moins cher que son médicament d'origine. Donc, vous voyez, au lieu de payer 1000 francs, on peut avoir des génériques à 600 francs, à 400 francs. C'est un véritable gain. Et il y a des outils pour cela. Et on doit élaborer des outils pour cela, pour permettre de disposer des médicaments génériques. Mais le médicament générique tout court, c'est insuffisant. Pour la simple raison que nous avons des médicaments génériques qui restent toujours hors de portée de prix. Nous avons même des médicaments génériques qui coûtent plus cher que leurs médicaments de référence. Et pour cela donc, nous devons faire connaître aux gens les médicaments génériques les moins chers. C'est-à-dire, quand je prends par exemple Vermox, Vermox qui coûte 1475 en pharmacie, il faut faire connaître aux populations qu'en dehors de Vermox, il y en a encore 5 qui sont la même chose et voilà les différents prix. Et le moins cher, par exemple, il coûte 100 francs. Et c'est la vérité. Parmi les bendazoles sans comprimés, le moins cher en pharmacie, il coûte 100 francs, là où Vermox coûte 1475. Et donc, si les populations le savent, si à l'hôpital on le sait, si tout le monde le sait, on peut à ce moment assurer une accessibilité financière aux médicaments. Parce que celui qui a 100 francs sait que je peux aller acheter mon vermifuge à 100 francs. Celui qui trouve que lui, il aime la Rolls-Royce, il peut aller acheter son Vermox à 1400. Il a la liberté de ce choix. D'accord? Troisième des choses, c'est d'assurer un financement durable. C'est-à-dire qu'il faut vous arranger à toujours garantir de l'argent pour le médicament. Parce que quand vous allez dans vos formations sanitaires, là où vous étiez, les gens viennent, ils achètent le médicament, l'argent va dans la caisse commune. Après, il faut tout un débat, aller discuter pour qu'on sorte l'argent pour acheter le médicament. Mais si c'est vu comme ça, on arrivera toujours à des ruptures. Donc, il faut trouver des moyens pour que l'argent pour le médicament soit toujours disponible. Mais quand je dis l'argent pour le médicament, et c'est là où on se trompe aussi, ce n'est pas l'argent pour acheter le médicament. C'est l'argent pour assurer la disponibilité du médicament. Est-ce que vous voyez la différence entre l'argent du médicament et l'argent pour assurer la disponibilité du médicament? Non. Alors, moi, je suis responsable de ma formation sanitaire. On me fait un budget médicament, on dit, pour toute l'année, on a besoin de 10 millions pour qu'il y ait toujours du médicament à l'hôpital. N'est-ce pas? Si j'inscris 10 millions, quand je vais acheter le médicament, comment je fais pour que le médicament arrive à mon hôpital? Comment? Il faut bien que je paye le taxi chaque fois que je vais aller chercher le médicament. Cet argent viendra d'où? La caisse qui est où? L'hôpital, quelle ligne budgétaire? La ligne médicament. Mais on a dit que le médicament, c'est 10 millions. Si maintenant j'enlève, à chaque fois que je vais acheter le médicament, j'enlève 2000, est-ce que j'aurai encore 10 millions pour le médicament? Rupture. N'est-ce pas? Mais après, on va dire que oui, l'ennemi du médicament, c'est la poussière. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut toujours mettre la serpillière. Il faut acheter le Pax, il faut acheter l'eau de Javel.
pour la pharmacie. On va prendre l'argent où? Dans le budget? Budget médicaments, non? Est-ce que j'aurai encore mes 10 millions? Non. Ceux qui travaillent à l'hôpital, ils aiment ce qu'on appelle quote-part. N'est-ce pas? Donc, ils travaillent à la pharmacie, il faut qu'il y ait quote-part. On va prendre ça où? On calcule ça toujours sur le prix. Non, il a vendu pour 10 000, donc on lui donne quote-part 10%. C'est pas ça? Est-ce que j'aurai encore mes 10 millions? Donc, vous voyez que si on n'a pas prévu d'assurer un financement sûr, avec une ligne bien claire, pour assurer la disponibilité du médicament, pas une ligne pour le médicament, vous allez vous retrouver avec 50% seulement de vos besoins. Et vous allez avoir des ruptures, violations de droits de l'homme. Vous avez vu, quand on a fait la place, la conclusion, c'était ça. L'accès aux médicaments est un droit humain fondamental. Donc, à chaque fois qu'on va violer ça, souvenez-vous toujours qu'on n'a pas encore construit l'étage de la maison d'arrêt. Et à ce moment, on ne saura pas où vous mettre. D'accord? Si c'était déjà construit, vous allez dire, c'est pas grave, moi je vais déjà aller réserver ma chambre là-bas. Je vais prendre la meilleure. Mais c'est pas encore construit. Donc, au lieu de la maison d'arrêt, vous pouvez vous retrouver dans les PSP. Et c'est pas bon. Parce que vous allez violer les droits de l'homme. Donc, au niveau national, on peut réfléchir. Comment trouver des moyens pour financer de façon durable le médicament? Il y a certains pays qui ont mis en place des taxes. Chaque fois qu'on achète le carburant, il y a un petit pourcentage pour le médicament. Au niveau international, il y a eu des unités. Chaque fois que vous payez un billet d'avion, on enlève quelque chose pour le médicament. Mais il y a aussi des grosses initiatives comme on va mettre en place l'assurance maladie universelle. C'est-à-dire, on prendra dans les salaires des gens, on prendra dans vos bourses, on prendra tout, donc on récupère toujours un peu d'argent pour venir ajouter pour financer le médicament. Mais on a aussi les fonds mondiaux qui sont là, qui achètent les moustiquaires qui sont des médicaments. Et tout ça, ce sont des initiatives justement pour permettre de sécuriser le financement du médicament. Parce qu'à tous les niveaux, on a compris qu'on ne doit pas manquer de médicaments, mais pas seulement de médicaments, mais aussi de tout ce dont on a besoin pour que le médicament soit là où il doit être. Quatrième des choses, c'est d'assurer la disponibilité jusqu'au consommateur final. Ça, nous avons connu dans ce pays des moments où on vous disait que à la centrale d'achat, le paracétamol a périmé. Mais vous allez à Bokosongo, il n'y a pas de paracétamol. Donc, vous pouvez acheter tous vos médicaments. Vous les mettez partout où vous voulez. Tant que ce n'est pas arrivé dans la main de celui qui doit boire le médicament, vous n'avez rien fait. C'est zéro. Mieux vaut même ne pas avoir acheté. Parce que vous allez être confronté à une autre réalité, c'est qu'il faut détruire ces médicaments-là. Et détruire, ça coûte cher. Donc, autant mieux ne pas acheter que d'acheter et de ne pas acheminer vers celui qui doit boire. Et pour cela, il est important d'avoir des ressources humaines formées. Demain, si vous êtes responsable d'une formation sanitaire, faites la mise à niveau régulière de vos collaborateurs, de votre personnel, pour qu'ils sachent bien gérer le médicament, qu'ils sachent déterminer les besoins dans la formation sanitaire, les besoins de la formation sanitaire, qu'ils sachent déterminer quand est-ce qu'il faut commander et qu'ils sachent déterminer combien il faut pour que le médicament arrive jusqu'à la pharmacie de votre formation sanitaire où le malade viendra prendre. Et on a besoin d'une formation régulière pour ça. Sinon, on oublie comme ça se passe aujourd'hui dans nos formations sanitaires. Mais en dehors de ça, il faut avoir un bon système d'information.
il faut que l'information circule bien. Il faut qu'on sache que ceux qui doivent commander à la centrale d'achat sachent quels sont les besoins des formations sanitaires pour qu'eux puissent les commander. J'ai toujours dit, une centrale d'achat de médicaments n'a pas de besoin. Non. C'est quoi ses besoins? Son rôle, c'est d'approvisionner les formations sanitaires. Donc, ces besoins doivent être les besoins cumulés des formations sanitaires. Sinon, eux, ils vont commander des médicaments qu'on ne viendra pas acheter et ils ne vont pas commander des médicaments dont on a besoin au niveau des formations sanitaires. Et ça, il faut donc avoir un bon système d'information pour assurer cette disponibilité jusqu'au dernier consommateur. Mais ce n'est pas tout. Si nous voulons garantir l'accès aux médicaments, on a dit que ça doit être des médicaments de qualité. Et pour qu'il y ait des médicaments de qualité, il faut que nous ayons une bonne législation et une bonne réglementation. Le pays doit avoir des lois, des décrets, des arrêtés, des notes de service qui organisent le secteur pharmaceutique, mais aussi l'exercice de la pharmacie et l'utilisation des produits, l'utilisation des médicaments. Si vous n'avez pas cette législation et cette réglementation, vous ne pouvez pas garantir qu'on ait des bons médicaments. La preuve, les médicaments de la rue sont toujours là. Est-ce que nous avons une loi qui dit quelle peine on doit infliger à celui qui vend les médicaments de la rue? Il y a des collègues de l'inspection dans la salle. Est-ce qu'il y a une loi comme ça? Non. Ce qui fait que même quand on saisit, ce qu'on peut faire, c'est courir, aller brûler. Mais même quand on court pour aller brûler, là, il y en a un qui avait porté plainte et il a gagné le procès. Mais parce qu'il n'y a pas de loi. Et donc, on doit avoir un bon arsenal si on veut garantir la qualité de médicaments. La deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle l'homologation, c'est-à-dire la délivrance des autorisations de mise sur le marché. Parce qu'avant d'autoriser qu'un médicament soit mis sur le marché, il faut s'assurer que ce médicament est de bonne qualité et qu'il ne peut pas nuire à la santé. Et on doit avoir des critères précis, y compris le critère de prix, comme je venais de dire. On ne devrait pas autoriser des médicaments qui coûtent extrêmement cher quand on sait qu'il y a des médicaments qui coûtent cher à côté. Nous verrons tout à l'heure, puisqu'on a dit qu'après on va voir tout ce qu'on voit là. Après, ça ce sont les principes, mais après, c'est quoi? Quelle est la situation chez nous? Il faut qu'on regarde. Troisième des choses, c'est le contrôle ou l'inspection pharmaceutique et des installations de stockage. Le médicament, même s'il est bon à l'arrivée, s'il est mal conservé, il se dégrade. C'est un produit sensible qui se dégrade. Il se dégrade au fil du temps, même sans qu'on ait rien fait. Le médicament finit par se dégrader comme la moustiquaire imprégnée. Mais il se dégrade en raison des conditions atmosphériques. Donc, comment est conservé le médicament dans son lieu de stockage? Mais il faut aller regarder. Et ça, c'est de l'inspection. Ensuite, il nous faut surveiller le médicament une fois qu'on a commencé à le vendre dans les pharmacies. Et ça, c'est un aspect essentiel qu'on ne met pas en œuvre, par exemple, dans notre pays à nous. Vous savez, en fait, on a regardé, on a dit le médicament est de bonne qualité et tout. Mais comme j'ai dit, il peut se dégrader, y compris dans nos maisons. Qu'est-ce que nous faisons pour aller nous assurer que le médicament qui était rentré là, il a gardé sa qualité? C'est le contrôle post-commercialisation. Mais il faut aussi
faire fonctionner les systèmes de pharmacovigilance. Parce que, vous savez, le médicament qu'on a fabriqué, ils l'ont fabriqué en Inde, n'est-ce pas? Fabriqué en Inde. On a mis là-dedans ce qu'on appelle des excipients. Je suppose que vous connaissez. On a mis des excipients. Il est arrivé au Congo. Mais avant d'arriver au Congo, avant de le fabriquer, déjà, on a fait des essais. On a dit oui, ça soigne, ça ne tue pas. On a essayé sur qui? Sur des Indiens, on a essayé sur des Américains, on a essayé sur des Français, et on a dit le médicament est bon, n'est-ce pas? Et puis on l'a fabriqué, on a mis des ingrédients, on a tout fait, tout est bien. Le médicament est arrivé au Congo. Et puis moi, ma tante, comme elle aime l'oseille, le jour où elle a pris le médicament, avant de prendre le médicament, surtout qu'on lui avait dit, il faut prendre ça en mangeant. Elle a mangé son oseille. Ben, on ne savait pas qu'il y avait une réaction entre mon médicament et l'oseille. Et ça crée comme une bombe dans son corps. La voilà qui tombe. On fait quoi? On doit réagir. Mais pour réagir, il faut qu'on ait un système de pharmacovigilance qui va enregistrer toutes ces déclarations-là et dire qu'on a constaté que quand on prend ce médicament avec de l'oseille, voilà le résultat. Donc, c'est analysé, c'est documenté. Et on va dire désormais, quand vous prenez ça, ne prenez pas l'oseille. D'accord? Mais il faut que ça fonctionne. Nous n'allons pas nous fier à la pharmacovigilance qu'on fait en France. Eux, ils ne mangent pas l'oseille. Vous voyez? Donc, on doit avoir notre propre pharmacovigilance. Et c'est ce qui va garantir la qualité. Parce qu'on va dire que ce médicament-là tue. Ce n'est pas le médicament qui tue. C'est son mélange avec l'oseille qui tue. Et la dernière des choses, c'est le contrôle qualité au laboratoire. Très important. Il faut contrôler la qualité du médicament. Comme on doit contrôler la qualité des aliments, on doit contrôler la qualité de l'eau. Il est très important de contrôler la qualité des médicaments. Encore une fois, ce sont des produits sensibles. Même s'ils étaient bons, ils finissent par se dégrader. Mais combien de fois, quand ils ne sont pas bons? N'oublions pas que le médicament, c'est le 3e trafic illicite au monde. Après la drogue, après les armes, c'est le médicament. Aujourd'hui, c'est l'un des plus gros business. Ne voyez pas ceux qui vendent là les banamanganga. Non, 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 non. C'est les faux médicaments qu'on introduit dans les pharmacies, dans les circuits. C'est ça le plus gros trafic. Et nous avons, il a déjà été arraisonné, des navires. Il arrive, il s'arrête au large de Pointe-Noire. Et ils vont s'entendre avec des trafiquants. Dans le navire, on lui fabrique ces cargaisons de médicaments. Et on les débarque, eux, ils sont partis. Ni vu ni connu. Voilà. Oui, oui. Ils sont partis. Et ça entre. Ça ne va pas aller au marché total. Ça va être dans les pharmacies, dans les hôpitaux. Mais si on n'a pas la possibilité de contrôler, de faire le contrôle qualité, personne ne saura. Et on va tout consommer, tout consommer. La 6e condition pour parvenir à un accès aux médicaments. Bon, on l'a pratiquement évoqué déjà, hein, c'est de veiller à la bonne utilisation. Veiller à la bonne utilisation, c'est-à-dire de bien prescrire les médicaments. Et ça, c'est un véritable problème. Parce que normalement, on doit avoir une prescription adaptée à chaque patient. Il faut commencer par identifier quel est le problème que le patient a. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on vise? Quand je le soigne là, est-ce que c'est pour le guérir? Est-ce que c'est pour l'entretenir? Est-ce que c'est pour le calmer? Est-ce que c'est pour... Il faut déterminer avant même de choisir le médicament. Donc, la consultation, la bonne consultation qui conduit à la prescription de médicaments, c'est un acte individuel, un acte réfléchi. Je vais dire quelque chose
J'espère que, professeur, vous n'allez pas mal réagir. Le PBF est venu tuer la prescription rationnelle des médicaments. Vous connaissez le PBF? Vous avez été dans les formations sanitaires. Quand on dit à quelqu'un, plus tu consultes, plus on te donne l'argent. Est-ce qu'il peut prendre 30 minutes sur un patient? Non. S'il met 30 minutes, il gagne moins. S'il met 10 minutes, il gagne plus. Mais la consultation, comme on dit, c'est une consultation adaptée. Donc, on doit écouter le malade. D'abord, découvrir quel est son problème précis. Quand on a découvert quel est son problème précis, on doit connaître quels sont ses antécédents. Est-ce qu'il a déjà souffert de ça? Est-ce que dans la maladie, dans la famille, on doit prendre tout son temps. Et quand on a fini ça seulement, voir maintenant quel est le médicament qu'il lui faut en fonction du but qu'on vise. Et on nous demande, ça c'est la demande, la prescription en DCI. Il faut le mettre, c'est ce qui est recommandé. Là, nous sommes dans les concepts. La prescription en DCI, la dénomination commune internationale, c'est le vrai nom du médicament. Quand je dis Efferalgan, c'est un nom de marque, un nom de fantaisie. Le vrai nom, c'est paracétamol, par exemple. Il faut prescrire en DCI pour faciliter la substitution. Donc, pour qu'on puisse donner un autre médicament générique, notamment le moins cher. Mais aussi, ça, c'est important. Rédiger ces ordonnances clairement et assez lisiblement pour que le dispensateur ne puisse pas se tromper. Quand je fais une prescription, mon but, c'est quoi? Mon but, c'est que le malade ait le médicament qu'il doit boire et guérir. Je veux du bien du malade, de guérir. Mais quand j'écris en hiéroglyphe, est-ce que je veux vraiment que ce malade guérisse? On tire en disant, c'est la fac. La fac n'a jamais appris à quelqu'un à écrire. Les gens maintenant ils connaissent même l'écriture des médecins. Il n'y a pas une écriture des médecins. Je dis toujours, si tu es sérieux, tu fais des choses correctes. Donc ton ordonnance est bien lisible. Parce que tu veux que le malade, même chez lui, qu'il prenne, qu'il lise. J'ai eu une ordonnance où on ne savait pas si c'était Citéal ou c'était Cital. Écrit de la même manière. Ils ont cherché, ils n'ont pas pu. Ils ont dit, il n'y en a pas. Alors qu'il y avait les deux. Et ça, c'est fréquent. Beaucoup ont connu ça. Ils sont arrivés à la pharmacie, on n'a pas pu déchiffrer l'ordonnance. Parfois, on dit, il y en a, quand ils sont gentils, ils disent, ah, ça, on n'a pas pu lire, allez voir le médecin. Sinon, ils vont dire, il n'y en a pas, alors qu'il y en a. Et vous allez faire de pharmacie en pharmacie. Ça veut dire qu'on ne veut pas du bien de son patient quand on rédige mal une ordonnance. Docteur, j'espère que tu rédiges bien tes ordonnances. Alors, ça c'est capital. Et ça c'est tout le monde. Donner aux malades des informations et des instructions. Je vais poser la question. Si aujourd'hui, vous mettez, comme on met souvent, on vous met sur votre ordonnance, ou vous mettez sur l'ordonnance de quelqu'un, un comprimé 3 fois par jour, ça veut dire quoi? Hein? Voilà, j'aime cette réponse-là. 3 fois par jour, je peux prendre toutes les 10 minutes. N'est-ce pas? C'est 3 fois par jour, non? Non, mais attends, quand on écrit 3 fois par jour, quand je mets 3 fois par jour, est-ce que c'est matin, midi, soir? D'accord. Matin, midi, soir. C'est quand? Si je prends à 9 heures, après je prends quand? À 12 heures, après je prends quand? À 15 heures.
15 heures ce soir? Non. Je vais prendre à 20 heures ou à 19 heures, n'est-ce pas? Est-ce que le temps que j'ai mis entre 9 heures et 12 heures, c'est le même que j'ai mis entre 12 heures et 19 heures? Non. Est-ce que vous croyez que le médicament va agir de la même manière? Donc, même si je mets sur mon ordonnance 3 fois par jour, il faut que je lui explique. 3 fois par jour, mais il faut espacer les prises, par exemple, de 4 heures. Espacer les prises de 8 heures. C'est important. Quand vous mettez une fois par jour, mais le médicament, il y a beaucoup de médicaments dont l'efficacité varie avec le cycle de la journée. C'est pour ça que vous voyez certains, on vous dit de prendre le soir. D'autres, on dit de prendre le matin. C'est parce qu'il y a des médicaments qui sont plus efficaces le soir, parce que le soir, le corps va se mettre au repos et il va agir. Mais vous vous mettez seulement une fois par jour. Maintenant, s'il prend ça à midi. Donc, il faut prendre le temps de fournir des informations aux malades. C'est la prescription rationnelle. On a tout un module sur la prescription, mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. Alors, autre chose, toujours dans la bonne utilisation, c'est la dispensation qui doit être efficace. Là aussi, ceux qui sont à la pharmacie, quand on dispense un médicament, on ne vend pas un médicament. Dispenser, c'est prendre un médicament, le donner accompagné du conseil. C'est ça la dispensation, qui est différente de la vente. Aujourd'hui, nous formons maintenant partout des vendeurs en pharmacie. Ça n'existait pas et ça n'existe même pas dans la grille de la fonction publique. Parce qu'en fait, en pharmacie, on fait de la dispensation, on ne fait pas de la vente. Et donc, quand on reçoit une ordonnance à la pharmacie, on analyse l'ordonnance parce que c'est le dernier rempart. Vous voyez, cette femme qui est venue avec l'ordonnance comprimée, Polyginax comprimé, si à la pharmacie on avait bien fait le travail, on lui aurait dit, madame, tu sais comment on prend ce médicament-là? Non, ce médicament-là, il n'est pas à boire, on le met par voie vaginale. Mais si on ne fait pas bien son médicament, n'est-ce pas? Donc, on analyse. Quand on a fini d'analyser, on vérifie les dates de péremption des produits. Attention. Je ne vais pas m'étendre sur la date de péremption. Ça, c'est pour ceux qui font la gestion des médicaments. Mais sortez de votre tête cette histoire qu'un médicament périmé, on peut l'utiliser même 6 mois après la date de péremption. Non. On ne l'utilise même pas un jour après. Si vous voulez, on pourra discuter longtemps là-dessus. Mais ça ne s'utilise pas. Sortez-le. Et, comme j'ai dit, donnez toutes les informations et les instructions au malade. Et assurez-vous que le malade a compris. Surtout quand c'est un malade analphabète. Demandez-lui parfois, vous lui dites, non, il faut prendre ça le matin, à midi, le soir, comme vous avez dit. Mais après, vous dites, tu as compris comment il faut prendre? Oui. Ah, tu as dit une fois le matin, une fois l'après-midi, une fois le soir. Si tu sens qu'il hésite, allez, tu lui mets des bâtonnets sur sa boîte pour qu'il comprenne. Mais ne laissez pas partir le malade comme ça, pour la simple raison que un médicament n'est efficace que lorsqu'il est bien pris. S'il est mal pris, tout le travail qu'on a fait depuis la consultation n'a servi à rien. C'est clair? Alors, on va terminer juste sur la réponse que le système pharmaceutique donne à tout ce qu'on a vu là. On a dit notre problème à nous, c'est de garantir l'accès. Toutes les orientations que l'on va retenir, là où nous sommes, pour améliorer l'accès aux médicaments, on va les appeler la politique pharmaceutique. Donc, si on vous demande c'est quoi la politique pharmaceutique, c'est l'ensemble des orientations qui devraient nous amener à assurer l'accès des populations à des médicaments. Maintenant, ça dépend de là où on se situe. Si c'est le pays,
on va parler de politique pharmaceutique nationale. Si c'est une communauté, on va dire politique pharmaceutique des danseurs de je ne sais pas quoi. Ou alors, comme on a mis là, politique pharmaceutique de l'armée du salut. Vous savez que l'armée du salut a des centres de santé disséminés dans le pays. Ils assurent une offre de soins. Et dans ces centres de santé, on dispense du médicament. Et donc, nous avons élaboré avec eux une politique pharmaceutique, qui est la politique pharmaceutique de l'armée du salut. Nous sommes en train de faire la même chose avec l'église évangélique qui commence à avoir, eux aussi, ils ont Mayangi, ils ont Bakongo, ils ont Ngoyo à Pointe-Noire et tout. Ils voudraient avoir un ensemble d'orientations pour leur permettre d'assurer l'accès aux médicaments dans leur système de santé. Donc, on a déjà fait les 3/4 du travail, il reste que la validation. Ils vont avoir eux aussi leur politique pharmaceutique de l'église évangélique du Congo. Mais on peut avoir pour un hôpital. Et là, ça va être la politique pharmaceutique de l'hôpital, par exemple de Talangaï. Donc là-dedans, on va retrouver toutes les orientations qui vont nous permettre de résoudre tous les problèmes qu'on a vus là. Comment on va faire au sein de l'hôpital ou du pays pour que le médicament soit disponible, pour que le médicament soit accessible, qui ne coûte pas cher, pour que le médicament soit de qualité, pour que le médicament soit bien utilisé. Voilà les 4 points comme nous avons vu précédemment. Dans ce document de politique pharmaceutique, c'est l'autorité qui doit prendre un engagement. Si c'est pour le pays, ça veut dire que c'est le gouvernement qui s'engage à faire quelque chose. Si c'est l'hôpital, c'est la direction de l'hôpital qui s'engage à faire quelque chose. Et donc, on doit commencer, par définir le but pour lequel on a fait la politique. Le but, c'est le même que normalement on doit avoir partout, c'est-à-dire améliorer ou assurer l'accès à des médicaments. Ça, c'est le but de toute politique. On l'a vu dès le départ. Mais maintenant, chaque pays, chaque structure, chaque communauté, pour une période donnée, peut définir les objectifs qu'on veut atteindre. Je vais dire, par exemple, on peut dire que nous voulons que 80% de la population congolaise ait accès aux médicaments. C'est ça notre objectif. On peut dire, notre objectif à nous, c'est que 80% des médicaments qui circulent au Congo soient des médicaments de qualité. C'est un objectif qu'on a. Donc tout ce qu'on va faire, puis la qualité fait partie de l'accès, mais nous avons dit notre politique à nous, c'est forcer sur la qualité. Donc tout ce que nous allons faire, nous, dans le cadre de cette politique, devra permettre de garantir la qualité de ce médicament. Et quand on a défini ces objectifs, c'est normalement l'objectif, c'est l'autorité qui définit. Maintenant, on peut réfléchir, des groupes de travail pour dire comment on fait pour atteindre cet objectif. Ce sont les stratégies.